Aujourd'hui, on parle d'innovation dans un contexte qui n'a jamais été aussi paradoxal et on en parlait un peu en amont de notre échange. D'un côté, on a des consommateurs français qui fragmentent leurs courses, qui naviguent entre enseignes, proximité, restauration et e-commerce. On sait que le marché se tend, on a des volumes qui reculent, des enseignes qui rationalisent leurs assortiments. On entend partout que l'innovation repart lentement mais sûrement, et c'est pas valide aussi sur toutes les catégories, on va en parler, que la GSA regagne un peu de terrain et que tout le monde se bat pour sa part d'estomac, évidemment. Et de l'autre, on voit surgir des produits qui deviennent viraux en quelques jours. On pourrait parler évidemment de l'influence, de TikTok, et puis plus spécifiquement, par exemple, du chocolat de Dubaï. Des catégories qui se réinventent sous la pression sociale et des consommateurs qui n'ont jamais été aussi attentifs à la qualité, au prix et au sens, tout ça en même temps pour bien complexifier les choses. Alors comment on innove dans un marché qui change de rythme tous les 3 mois? Je pense qu'il fait trembler aussi pas mal de marques et pas mal de distributeurs. Comment on crée de la valeur quand l'offre est plus encombrée que jamais? Et surtout, comment on parle aux enseignes? Comment on vend une innovation à Carrefour, à Intermarché, à U et ainsi de suite, quand elles cherchent à retrouver un équilibre entre marge, volume, modernisation? Est-ce que déjà je t'ai bien chauffé là sur le sujet de l'épisode? Là c'est bon, on est prêt, on est dans le vrai et on est dans notre quotidien, donc c'est parfait. Parfait. Alors pour comprendre effectivement l'innovation, rien ne vaut qu'un regard qui vit le terrain au quotidien. Corentin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Eh ben écoute Salomé, moi je suis ravi de pouvoir venir aujourd'hui témoigner et partager mon humble expérience du retail. Et donc je pense que le moment d'échange va être passionnant. On l'a déjà vu à midi, donc hâte de poursuivre la discussion. C'est clair. Ouais, pour les auditeurs qui nous écoutent, effectivement, on a eu un déjeuner avant ce podcast et on était déjà à fond dans nos sujets. Donc je disais, Corentin, n'allons pas trop vite, on va parler de ça avec le micro. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent et expliquer un peu ton rôle chez Carrefour? Yes, bah écoute, moi c'est Corentin Charrier, j'ai 30 ans. Je suis marié depuis maintenant 2 ans et je suis diplômé de l'université Paris-Dauphine. Et je suis un grand passionné de retail depuis une dizaine d'années maintenant. Tout mon parcours a été tourné dans la grande distrib. J'ai fait stage de césure chez Intermarché, chez Unilever en tant qu'assistant compte clé, stage de fin d'études chez PepsiCo au e-commerce, début de carrière chez Procter & Gamble sur le terrain et j'ai ensuite rejoint le graduate programme dirigeant de Carrefour où j'ai fait du magasin, de l'étranger. Donc, j'ai eu l'hypermarché de Villiers-en-Bière que tu dois connaître. Je suis parti en Roumanie pendant 6 mois. Je travaillais sur la transformation data pendant 6 mois dans le cadre de ce graduate programme. Et ensuite, j'ai fait 1 an et demi de négo européenne sur le PGC. Après cet 1 an et demi, en janvier 2024, j'ai rejoint Joëlle Béjani, notre directrice commerciale en tant qu'attachée de direction. J'ai eu la chance de la côtoyer pendant 10 mois. Et ensuite, je suis parti sur la confiserie en tant que négociateur et catégorie manager. Et là, je pense qu'on va avoir de belles choses à se raconter. Et depuis juin 2025, je suis directeur commercial PGC des hypermarchés du groupe Carrefour, en tout cas pour Carrefour France, donc plus de 300 magasins. Et mon rôle au quotidien, il est d'animer nos magasins sur la stratégie PGC, sur les actions construites par les équipes marchandises et d'animer en fait tout le réseau pour que ces plans soient transformés. Et on a aussi le sens inverse qui est de récupérer les remontées terrain pour les partager à la marchandise et également les partager aux industriels pour mettre en place de belles actions pour nos clients et pour nos magasins. Donc quand tu parles de 300 hyper, évidemment Carrefour se transforme, ce qui est tout à fait normal avec le contexte dans lequel on évolue. Donc quand tu parles d'hyper, tu parles autant des franchisés et des intégrés. C'est quoi concrètement 300 hyper? C'est quoi le portefeuille? Ouais, bah écoute, sur les 300 hyper, 306, on a la partie intégrée et la partie franchisée qu'on appelle le parc historique. Et ensuite, tu as les ex-Cora, qu'on appelle les nouveaux Carrefour, qui sont 60 magasins et qui viennent agrandir la belle famille de nos hypermarchés. Et donc, c'est un vrai challenge au quotidien. On ne s'ennuie pas. Et grâce aux 30 personnes que j'ai dans mes équipes, on fait que chaque jour soit le plus simple possible pour nos magasins dans un contexte hyper concurrencé et en perpétuelle transformation et mouvement. Donc, les journées sont riches mais passionnantes.
comment se passe la transformation Cora. Non, je t'embête, c'est pas le sujet de l'épisode, mais effectivement, gros chantier, j'imagine. Mais avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités. Et c'est les messages qu'on passe aussi quotidiennement à l'ensemble des équipes qu'on rencontre, hein, les différents industriels aussi. Bien sûr. Parce que je pense qu'on a des beaux magasins avec beaucoup d'espace, beaucoup de mètres carrés qu'il faut qu'on anime pour aller pousser le chiffre d'affaires de ces magasins. Donc les 60 nouveaux Carrefour n'attendent que nos partenaires industriels pour animer nos magasins. Et de l'innovation, on va en parler. Si tu devais te décrire comme une innovation qui a vraiment changé une catégorie, tu choisirais laquelle et pourquoi ? J'aime beaucoup cette question, mais je dirais, alors je ne sais pas si elle a transformé sa catégorie, mais en tout cas, elle a eu un impact très fort et elle a fait bouger de vieilles lignes. C'est Feastable. Pourquoi Feastable ? C'est un peu la marque qu'on a lancée en 2025, qui a fait pas mal de bruit dans la presse, dans les magasins, sur les réseaux. Et puis aussi parce que j'étais sur la confiserie à ce moment-là. Et également parce que c'est une marque, quand elle a été lancée, elle a confirmé une croyance que j'avais assez forte sur le rôle de l'influenceur dans la société de consommation. En fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, je suis un très gros consommateur de YouTube depuis maintenant 10 ans. Et je me disais, mais vu la communauté qui est autour de ces gens-là, c'est sûr que ça doit plaire. Et en fait, quand l'opportunité de lancer Feastable est arrivée, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester ça. Et les résultats nous montrent que c'est plutôt une réussite, hein, puisqu'on l'a vu dans les différentes études de Nielsen IQ qui sont sorties, ça a plutôt très bien fonctionné. Et au-delà de ça, pourquoi ? Parce que c'est, je pense, le lancement du Nino un peu best in class, puisque tu as eu un commando sur le terrain, tu as eu de l'affichage média avec de grandes affiches sur le lancement, un relais sur les réseaux sociaux qui a été très fort, qui a été porté par Beast himself, hein, avec du teasing sur sa propre page, de l'extra-visibilité et tous les dispositifs que Carrefour a mis en place sur l'innovation. Et enfin, on a eu la chance d'avoir aussi MrBeast dans l'un de nos magasins qui venait des États-Unis, donc ça aussi c'était un moment fort. Et enfin, le dernier point que j'aime sur cette innovation, c'est le fait qu'elle soit sur du chocolat Fairtrade, avec un impact sur les exploitations agricoles en Afrique et le travail des enfants. Donc il y a une certaine sympathie derrière ce lancement et il a fait bouger beaucoup de lignes et je pense qu'on y reviendra dans l'interview. On va y revenir et effectivement, on l'a vu dans pas mal d'articles LSA pour ne pas les citer ou d'autres, où effectivement ces influenceurs et le rôle des réseaux sociaux changent complètement le paysage des innovations. Et du coup, je pense que ça doit être extrêmement déstabilisant pour le paysage de la grande distribution parce que c'est très récent, on se parle de 6 mois, 1 an. Comment on redéfinirait, ce serait quoi finalement aujourd'hui, en 2025 et je ne sais pas quand l'épisode sortira, peut-être début 2026, c'est quoi une innovation maintenant par rapport à avant ? Ouais, pour moi, il y a différentes choses en fait dans c'est quoi une innovation maintenant. On a la chance aujourd'hui d'être dans un monde qui va vite et où tu as la possibilité d'avoir accès à beaucoup de choses très rapidement. Pour moi, tu as l'innovation très classique qu'on connaît, qui va une nouvelle saveur, une nouvelle façon de consommer un produit, un nouvel emballage, etc. Tu as l'innovation qui va apporter une vraie plus-value à la catégorie, qui va faire grossir la catégorie. On a des exemples concrets, hein. On a dernièrement, on a eu Skip sur le cycle court qui permet de consommer différemment. Tu as eu Kings et Gillette il y a quelques années sur le rasage où on a mis plus d'emphase sur le barbeur, hein, avec la tendance des barbes. Et ensuite, tu as les nouvelles marques qui arrivent et qui cassent complètement les codes. Et je vais citer Rebelle, qui est une marque de confiserie sans sucre. Et là, tu viens totalement disrupter un marché. Donc, je pense que tu as ces 3 types d'innovations qui sont hyper importants aujourd'hui et qui sont intéressants. Et puis après, on pourrait même rajouter, je pense, une grosse tendance des réseaux sociaux qu'on a vu récemment avec cette année avec le Lean Dubai, hein, qui continue de bien performer et qui vient nourrir aussi la catégorie et la dynamiser. Donc voilà un peu les 3 grands types d'inno que j'ai cités au début. Et ensuite, tu as un peu cette tendance réseaux sociaux qui vient arriver un peu en on top, si je puis dire. Tu le disais précédemment,
il y a l'innovation, donc le rôle effectivement de l'assortiment. Et après, tu as tous les leviers catégoriels et aussi et surtout d'exécution, points de vente, qui sont extrêmement importantes en fonction de comment on met l'emphase sur le terrain et comment on mène justement jusqu'au bout la vie d'un produit en point de vente. Comment on fait chez Carrefour, quand on est un grand groupe comme Carrefour et comme il en existe plein évidemment, pour rester vraiment connecté au terrain, aux équipes magasins et veiller justement, si on reste dans le périmètre de l'innovation parce qu'on pourrait en faire un sujet complet, veiller à ce que ces innovations elles soient bien implantées, correctement suivies sur le terrain. Écoute, déjà on a la chance, pour rester connecté au terrain, c'est qu'on a 306 magasins avec lesquels on est en échange permanent et notamment du fait de mes équipes aussi qui remontent beaucoup d'informations. On a énormément de supports de communication, d'outils de communication. J'aimerais pas voir ta boîte mail. Elle est très propre. Je suis un grand toqué des mails non lus. D'accord. Et donc, tu as énormément de sources de communication, d'informations qui font que tu as très vite une vision précise de ce qui se passe. Et ça te permet aussi d'identifier de nouvelles opportunités, de nouvelles tendances. On a aussi la force chez Carrefour d'avoir des magasins franchisés et qui ont un esprit très commerçant et qui vont faire du direct parfois et qui vont identifier des petites tendances. Et tu vois, par exemple, Dubaï, ça nous a beaucoup servi pour derrière mettre de l'emphase. Et ensuite, comment on s'assure que ça soit bien détenu et comment on s'assure que ça soit bien travaillé. On a beaucoup de data chez Carrefour. On a un data lake qui est hyper fort, un des plus grands en Europe, si je ne dis pas de bêtises, et de nombreux outils de tracking qui nous permettent de monitorer les performances, de monitorer si le produit est bien détenu. Et ensuite, moi, étant passionné de l'innovation, j'accorde une grande importance aussi à ce que mes équipes relancent les magasins, le cas échéant, pour qu'on soit dans la détention de ces produits, parce qu'on le sait, c'est des produits qui font plaisir à nos clients et qui nous permettent de nous différencier encore plus sur des top innovations pour lesquelles on a de l'exclusivité, qui est hyper intéressante. Ça, tu dirais que c'est quelque chose qui est assez récent, entre guillemets, dans l'histoire de Carrefour, en tout cas ce rôle qui est attribué comme prioritaire à l'innovation, ou c'est quelque chose qui a toujours eu... Enfin, on sent quand même qu'il y a un certain... Je dis la réponse dans ma question, mais j'ai la sensation qu'il y a un certain changement et en tout cas, on met l'innovation en termes de priorité, en grande priorité chez Carrefour par rapport à il y a quelques années. Alors, Carrefour, il y avait un dicton à l'époque, on appelait le quart d'heure d'avance. Donc en fait, Carrefour a toujours eu cette sensibilité d'être en amont sur certaines choses. Mais c'est vrai, après, je te rejoins. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2020. Depuis maintenant, début 2024 et l'arrivée de Joël à la direction commerciale, on le sent qu'il y a un vrai travail qui est fait sur l'innovation. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu sens que toute l'entreprise va sur ce sujet-là. Et on a aussi beaucoup d'industriels maintenant qui viennent nous voir pour des innos. Et quoi de plus intéressant finalement que de travailler sur l'innovation, de voir comment ça prend sur un marché, comment ça s'implante, comment ça suit, la valeur qu'on crée. Enfin, il y a énormément de choses à faire et surtout on a des gros enjeux dans le retail classique, c'est de faire venir aussi les jeunes, la nouvelle génération dans nos magasins. Et donc je pense qu'on tient un très bon levier pour aller chercher les jeunes et les faire venir dans nos hypermarchés et dans nos magasins au global. Comment tu fais justement quand une innovation est référencée pour... Tu parles du quart d'heure et de comment on est avant-gardiste. Moi, j'aimerais t'entendre sur comment on fait pour s'assurer qu'une innovation, elle va performer. On peut se dire que dans le premier mois, on a déjà des premières tendances. Mais c'est quoi les premiers signaux que chez Carrefour, vous allez regarder en priorité pour se dire « Ok, on a eu le nez creux et on est dans le vrai » ou alors on s'est planté et ça arrive et comment on fait pour corriger le tir ? Alors déjà, tu as toujours cette part de risque quand tu lances une innovation et qui fait aussi la beauté de notre métier. Et quand tu es toi en charge d'une catégorie, de te dire est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Tu as aussi ce nez personnel. Tu t'appuies sur évidemment plein de données de marché qui font que tu crois à cette tendance-là ou pas. Et après, comme tu disais, tu as cette notion de premier mot, tu vas regarder les performances, etc. Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'aller faire des visites magasins quand tu le lances pour voir l'état de ton rayon ou l'état de ton display quand tu es sur de l'extra visibilité. Ça donne déjà un premier indicateur. Si le display il est impacté et que le rayon il est impacté, c'est plutôt positif. Des visites en mode incognito ou en mode tapis rouge ? Non, c'est mieux d'y aller en visite incognito. Ouais. C'est là où tu vois la vraie réalité. Bien sûr. Le samedi, quand tu as 2-3 courses à faire, c'est pas mal.
autrement, tu as ce sujet, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, même sur le terrain, etc. Je pense qu'un point qui est essentiel, c'est d'alerter directement aussi l'industriel. Bien sûr. Pour voir quels sont les plans d'action qu'on peut mettre en place. Et il y en a plusieurs, avec du renfort sur de la promo, sur comment on va chercher la visibilité. Est-ce que l'industriel peut aussi communiquer beaucoup plus ou même investir dans les dispositifs que nous, on promeut Carrefour pour mettre en avant les innovations. Donc, je pense que, et on y reviendra, mais le fait qu'un lancement soit réussi, il y a aussi toute l'emphase qui est mise dessus, à la fois côté industriel et à la fois côté distributeur. Et après, tu évoquais effectivement ces nouvelles innovations qui émanent des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, c'est une tendance qui vient, une trend qu'on voit passer. Comment on s'assure justement que ça va être des innovations qui vont être pérennes et modifier profondément une catégorie, ou alors ça va être un in and out. C'est pas grave, fondamentalement ça fera du chiffre, mais en tout cas ce sera in and out. Il y a deux options qui peuvent exister, en tout cas comment nous on le travaille. On a un peu cette notion de, comme tu disais, in and out, et que tu rentres à l'assortiment. Et donc je pense que tu as deux choses. Tu as la première, et c'est aussi la conviction personnelle du catman ou du leader de l'offre, ou peu importe comment on l'appelle, qui est dire, bon, ce produit-là, ok, c'est peut-être une tendance, mais j'y crois et je la mets à l'assortiment. Parce que je pense qu'on est dans une logique où les assortiments, on doit aussi être dans une logique de mouvance de l'assortiment, avec un taux de renouvellement de l'offre qui est fort, parce qu'on est dans une mode de consommation de zap. Les consos zappent de plus en plus vite, etc. Il y a la fragmentation de la consommation qui fait que tu zappes d'une enseigne à une autre. La façon de regarder la TV elle change aussi, tu zappes très rapidement. Oui. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que nous, on essaye aussi de faire de temps en temps, c'est quand on voit des grosses tendances. Tu vois, la dernière, je crois que c'est l'abus choc. Et ben on lance parfois avec de l'achat d'opportunités, on lance une interrogation auprès de nos magasins. D'accord. Pour voir comment ils veulent la jouer. Et ensuite, on prend des volumes prédéfinis et on voit comment ça prend. Et si ça prend énormément, etc., là, on se pose la question, est-ce qu'on crante un peu plus? Est-ce qu'on le met à l'assortiment ou autre? Donc, il y a vraiment deux clés de lecture, deux possibilités, parce qu'on a aussi cette logique de stock dans nos entrepôts pour assurer le cash qu'il faut prendre en compte. Donc, ça dépend vraiment un peu de la sensibilité de l'acheteur et du produit. Est-ce que alors, ce que je vois aussi, et ce que je perçois de mon œil grande distribution, c'est qu'on voit aussi émerger des nouvelles marques qu'on ne connaissait pas, qui appartiennent même pas à des groupes, des PME, des startups, etc. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que justement c'est un contexte favorable pour les plus petites structures justement de surfer sur ces innovations-là ou pas? Moi, de ce que je perçois en tout cas, entre septembre et février-mars, quand on a eu le lancement de Beast, c'est pour ça que j'en parlais au début, parce que ça n'a peut-être pas changé une catégorie, transformé la catégorie, mais il y a un switch qui a été opéré. Et on l'a vu, tu as Ciao Kombucha qui a été sorti par Squeezie, tu as la marque de Thibaut InShape qui a été lancée en GMS, tu as Rebelle qui est arrivé aussi en GMS. Là, dernièrement, on a Nuage qui arrive. Donc, Rebelle, Nuage, on est sur des petits acteurs de la confiserie. Et pourtant, ils ont une énergie qui est dingue et ils n'ont pas peur. Ils vont lancer des dispositifs canons. Et donc, je pense aussi qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément parce que tu es une marque la plus connue. Bon, après, effectivement, Beast, il y avait la notoriété de Beast sur Feastables. Squeezie, pareil, mais entre quelqu'un qui consomme YouTube et quelqu'un qui va aller en magasin, c'est différent. Et quand je vois les marques qui arrivent, même Rebelle, on l'a vu dans les magasins, il y a eu des gros dispositifs qui ont été lancés. Nuage, on a vu des beaux dispositifs aussi qui sont lancés. Donc on a un peu ce sujet de se dire, même nous, en catégorie, on a envie de tenter, on a envie d'aller chercher le produit. Et aussi parce que cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent, elle donne du sens à la consommation. Tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure, mais à midi, tu as cette mutation des modes de consommation qui arrive avec le healthy, avec tu as le responsable, tu as le snacking et tu as le plaisir gourmand à petit prix. Et donc, eux, ils ont cet ADN-là de vouloir casser les codes et les changer, disrupter le marché. Donc ouais, je pense que c'est favorable. Et ça se voit aussi dans les premiers résultats qu'on a de ces lancements. Bien sûr. Et en même temps, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation et c'est un peu le fer de lance de se dire on va toucher les millennials, la Gen Z, etc. Et en même temps, on est dans un contexte, alors je parle à plus long terme effectivement, mais où on a une baisse de la natalité, où il y a de plus en plus de seniors, etc. Comment on fait pour toucher cette cible? Est-ce qu'on la touche aussi avec l'innovation? Alors,
On met beaucoup d'emphase sur les jeunes et cette nouvelle génération, comme tu disais, parce qu'on a la volonté de les faire venir dans nos magasins, créer du trafic. On a une cible plus senior qui vient naturellement dans nos hypermarchés et qui est un socle puissant de notre clientèle. Après, je pense que l'innovation sur ces clients-là, elle se fait aussi. Mais la façon que tu l'as de l'adresser, elle est différente. Différente, bien sûr. Bon, après, je doute pas qu'il y a des sexagénaires qui soient sur TikTok, sur Instagram ou autre. Mais la façon, les moyens de communication sont pas les mêmes. Et ensuite, après, tu es sur des catégories de produits où tu es plus dans de la discrétion sur certains produits. On en parlait à midi, par exemple, l'incontinence, ce genre de produits. Et après, tout ce qui est plaisir de certains desserts, etc. Où là, tu es arrivé parfois sur de la premiumisation. Où là, tu es plus sur, par exemple, tu as une promo sur le prospectus. Ou alors, tu vois, tu as pas mal de dispositifs sur des paquinots avec du stop rayon. Quand ton shopper il vient, il s'arrête. Où là, tu mets un peu plus d'emphase sur des leviers plus classiques. Mais on la travaille aussi et il faut aller chercher cette cible qui est hyper importante pour nos magasins aussi. Et tu as des différences aussi en termes de catégories. Effectivement, on parlait de Ciao Kombucha sur les boissons. Toutes les marques Rebelle que tu as citées, Nuages, etc. sont sur la confiserie. Est-ce qu'il y a des catégories qui sont plus propices à l'innovation et d'autres, à l'inverse, où il y aurait un potentiel, selon toi, exponentiel et où, fondamentalement, les marques qui nous écoutent, secouez-vous un peu, quoi. Alors, écoute, en tout cas, je ne sais pas dire aujourd'hui s'il y en a où il y a un potentiel dingue, etc. Oui, mais de ton œil. Mais de mon œil, en tout cas, etc. ce que je vois, c'est qu'il y a des catégories sur les dernières années qui ont fait bouger pas mal de choses. Et on voit des choses très sympas. On a parlé de la confiserie. On a eu, cette année, on a eu pas mal de lancements de nouvelles marques. On a eu Feastable, on a eu Amos, de chez Solinest, avec des bonbons en 4D qui est une technologie un peu différente. On a eu Rebelle, etc. On a Nuage. Tu as la catégorie des chips qui bouge énormément, avec beaucoup de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. C'est vrai. Des marques engagées, Ramdam Social, etc. Et heureusement, parce qu'on est sur un marché qui fait plus de 42% de croissance-valeur en 10 ans. Ensuite, on a les bières, où ça bouge pas mal. On l'a vu dans les Top Inno, tu as eu Stella Artois il n'y a pas longtemps. Là, récemment, tu as Flying Fish qui est lancé, qui est une marque avec des codes couleurs qui diffèrent un peu du rayon, qui veulent donner un peu de boost. Tu as eu les glaces, qui pour moi est une catégorie aujourd'hui très belle à travailler. Portée sur Lino, qui crée beaucoup de valeur. Et on l'a vu... Dernièrement, tu as eu la glace Nutella en pot, tu as eu Franui, tu as eu Truffru qui a gagné le grand prix sur la catégorie surgelée, le Grand Prix de Lino chez Carrefour. Et ensuite, tu as aussi le DPH qui est pas en reste, puisque tu as quand même pas mal de marques responsables qui arrivent. Je pense à 900 Care, qui elle a gagné le Grand Prix du Grand Prix de l'innovation Carrefour 2025. J'ai pas de part chez eux, mais j'avais voté pour eux en tant que consommatrice. Avec le gel douche en recharge, donc ça c'est top. Et après, tu as aussi le DPH qui bouge énormément sur la façon de consommer le produit. On en parlait, le cycle court qui fait bouger les choses pour la consommation d'énergie et la réduction des emballages, etc. Donc, en soi, je trouve que les grands marchés, ils sont tous là, et on a parlé de l'épicerie, on a parlé un peu de surgelé, on a parlé du PLS qui arrive aussi avec pas mal de yaourts protéiné, le Skir qui se développe énormément, l'iPro sur l'hyperprotéiné. Donc non, franchement, moi je trouve que ça bouge beaucoup. Sur les céréales, on a eu KitKat qui est arrivé cette année avec une grosse licence. Non, honnêtement, c'est juste qu'après, je pense que certaines catégories, il y a aussi le fait que la consommation, elle change, et de facto, c'est plus difficile d'innover. Et après, tu as aussi plus de difficultés parce que c'est compliqué. Par exemple, tu vois, je prends l'exemple du maïs. Tu vas pouvoir enlever un peu de sel, à moins d'inventer, je sais pas, une nouvelle recette de maïs, c'est quand même compliqué, tu vois, de changer. Donc, non, je pense que chaque acteur fait très bien son travail sur sa catégorie. Et ensuite, je pense que tu as des segments, des catégories qui se prêtent plus à l'innovation du fait de la tendance de conso et des opportunités et des acteurs qui sont présents aussi. Il y a eu effectivement énormément d'innovation. On le disait, l'exécution point de vente, elle est extrêmement importante. Pas vu, pas pris. On le sait. C'est un peu la règle. Donc, livrer au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité, c'est les bases du commerce. Mais c'est vrai que les fondamentaux, ils sont assez importants à rappeler à chaque fois.
qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont communes, qui reviennent chez certains fournisseurs industriels et qui peuvent justement faire qu'une innovation, elle fait rapidement flop, alors que c'était pas ce qui était prévu initialement? T'as dit quelque chose qui est hyper juste, c'est au bon endroit, au bon moment, etc. Et en fait, généralement, ce qu'on voit, c'est que les innos qui ont du mal à émerger en rayon, c'est un sujet aussi de force de vente. C'est hyper compliqué et aujourd'hui, on le voit, hein, la place en rayon, elle est chère. La PDL, c'est un combat au quotidien pour les forces de vente. Donc pour moi, je pense que tu as un vrai travail qui est nécessaire d'emphase terrain avec des commandos que tu dois pousser. Après, tu as la chance chez Carrefour d'avoir des magasins intégrés où la montée en DN, elle est quand même assez rapide. Mais après, dans un parc qui devient aussi de plus en plus franchisé, tu as aussi cette notion de devoir accompagner nos magasins pour pousser sa marque. Bien sûr. Et donc pour moi, le vrai nerf de la guerre, c'est vraiment le commando de la force de vente qui est essentiel pour sécuriser ta PDL, pour sécuriser ton exposition et la valorisation de ton produit. Et ensuite, au-delà de ça, c'est encore une fois, un Carrefour, on pousse beaucoup de dispositifs sur l'innovation. C'était une de mes questions. Tu vois, avec mon avis en gratuit, avec les Paquino, que l'ensemble de nos industriels qui écoutent doivent connaître. Et donc, tu vois, je pense que tu es obligé d'avoir aussi ça pour être relayé sur les différents supports que les clients consultent et avoir effectivement un fort impact de ta force de vente. Et d'ailleurs, on le voit dans les innovations qui ont du mal. Souvent, ce sont des innovations où tu n'as pas de grosses forces de vente par rapport à des gros acteurs. Quand tu lances certains produits, tu vas les yeux fermés, quoi. Bien parce sûr. que tu sais que l'en face. Mais après, ça pose la question, c'est vrai, une force de vente, évidemment, ça coûte cher. Donc comment on fait quand on n'a pas tous les mêmes moyens et on joue pas tous dans la même cour? Quand tu n'as pas les moyens d'avoir une grosse force de vente, etc., tu dois faire preuve aussi d'intelligence et de disrupter la chose. Et là, je trouve vraiment que les petites marques, justement, sont beaucoup plus agiles et malines, tu vois. Et elles vont pouvoir... elles vont communiquer différemment. Et après aussi, je pense que tu as aussi le rôle de l'acheteur et tu as cette rôle volonté aussi quand tu es acheteur de lancer une nouvelle marque, un nouveau produit qui fonctionne. Et donc, généralement, les petites boîtes qui n'ont pas forcément les grands moyens, tu peux mettre beaucoup plus d'emphase aussi, mettre plus de temps et co-construire avec elles pour faire quelque chose de très sympa. Et tu vois, il y a des marques qu'on a lancées récemment où on a fait de très très belles choses et pourtant, tu n'avais pas une force de vente comme certains industriels peuvent l'avoir. Et quand tu vois comment c'est en train de cranter dans les rayons, tu peux être que content. Et donc, je pense que si tu n'as pas les moyens, ta vraie force et ce que tu dois développer, c'est une forte collaboration avec ton interlocuteur Carrefour pour aller mettre en place des plans disruptifs et aller pousser tes produits. Comment réagissent tes directeurs de magasins avec qui tu es au quotidien? Comment vous communiquez justement sur les innovations? Quels sont les outils qui sont déployés? Et au-delà de ça, comment ils réagissent face à toutes ces nouvelles innovations qui modifient profondément les catégories? Et je rajouterais même, fondamentalement, on sait que la fenêtre de tir des innos est en général entre mars et mai. Et là, ça bouleverse un peu le calendrier. C'est vrai. En fait, on avait souvent avant cette logique de se dire j'ai mon cadencier qui descend après les négos et tu avais tes innos qui tombaient en avril. Maintenant, on est dans un sujet où, comme tu le disais en amont, tu as des innos tous les 3 mois qui viennent un peu alimenter nos rayons. Bah écoute, en fait, nous, on communique chaque lundi dans des meetings qu'on a avec certains DM qui portent après les messages aux autres directeurs de magasins. Et donc là, ça nous permet de mettre de l'emphase sur certaines innovations. Au-delà de ça, tu as ton inno qui va être porté dans son rayon classique. Et ensuite, on a mis dans nos magasins des TG Inno que vous ne pouvez pas louper. Elles sont bien balisées avec une charte graphique rose qui est notre charte sur l'innovation et qui est appréciée de nos clients. Et ensuite, nous, les directeurs de magasins et les directrices de magasins, elles sont super contents parce que l'innovation, ça crée de la vie, ça crée de la chose. Et on a tout intérêt à les mettre pour développer le chiffre d'affaires, pour développer la rentabilité. Donc non, il y a plutôt de très bons messages. Et même parfois, tu as des magasins qui ont des innovations avant que nous, au siège, on les ait trouvées. Donc non, c'est vraiment une bonne pratique et il y a très bons échanges et c'est que bénéfique pour le commerce. Là-dessus, on n'a pas de sujet particulier. Et tu as évoqué un point assez important, c'est effectivement le balisage et ça me fait rebondir sur la partie visibilité, lisibilité, clarté de l'offre. Quand on se balade
Dans un hyper, forcément, les magasins sont plus grands, donc tu as pléthore d'offres, effectivement. Et comment on fait justement aussi pour faire émerger ces innovations et aussi apporter une clarté avec justement cette rotation de produits qui se fait de plus en plus fréquente. Ouais. T'as un vrai sujet qui est déjà avoir des plans merch qui soient bien construits, qui soient bien faits, avec une démarche catégorielle qui soit la plus juste possible. Et ensuite, encore une fois, t'as différentes choses. C'est quand t'as une innovation qui arrive après le plan, t'as aussi ce rôle d'accompagner les magasins sur où est-ce qu'on l'implante, etc. Et là, t'as le relais de la force de vente qui est aussi important. Et ensuite, après, pour certaines entreprises où t'as pas de force de vente, là encore, parfois, on arrive à trouver des solutions pour donner du sens aux magasins et pour les guider sur où l'implanter pour que ça ressorte bien. Donc, tu as un plan qui est figé à l'année et ensuite, après, tu as différents moyens qui permettent de le travailler. Ouais. Et le plus important, c'est surtout que derrière, il y ait une bonne transmission de l'information parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, que de lancer un produit et qu'il ne soit pas détenu et tout le monde est perdant. L'industriel, il est perdant parce que il lance un produit qui ne fonctionne pas. Le distributeur, parce qu'il a des produits qui sont en réserve et qui ne sont pas vendus. Et donc après, tu vois, et le consommateur parce qu'il ne trouve pas sa nouveauté. Donc en fait, on a tout intérêt à le bien travailler et à bien passer les informations. Tout à l'heure, tu disais que parfois, ça arrive qu'il y ait des magasins qui aient une innovation avant que ce soit au national et après, vous découvrez la pépite. Dans quelle mesure, justement, le terrain vous remonte ces informations-là? Est-ce que tu as un exemple peut-être concret à nous donner où tu as découvert une pépite sur le terrain et effectivement vous l'avez déployée au national? Alors on a c'est des remontées qui sont moi je reçois pas mal de photos parfois de mes experts commerciaux dans mes équipes qui eux sont au quotidien dans nos magasins et peuvent dire vu dans tel magasin, etc., ça tourne bien, etc. Donc nous après derrière on transmet à la catégorie. Et après l'exemple que j'ai que je peux citer c'est Dubaï l'année dernière. Et après, on avait, je ne sais pas si ça te parle, LC. Oui. C'est des petits cônes de glace donc, qu'on avait reçus de la part d'un magasin. Donc après, il y a eu des discussions. Moi, j'ai pas suivi, etc. Mais on a des petites tendances comme ça. Et vraiment, l'exemple le plus concret, c'est quand même Dubaï, qui a été plutôt très, très performant. Et après, si je dis pas de bêtises, on a eu Ramdam Social aussi qui est arrivé, qui n'était pas tout de suite au TAN, qui était dans certains magasins. Et donc, derrière, ça nous permet aussi de pouvoir dire ça fonctionne pas trop mal. Est-ce qu'on peut pas cranter? Mais non, l'exemple le plus concret que j'ai, c'est quand même Dubaï. Et Dubaï, alors, explique-moi comment ça s'est passé. Dubaï, comment ça s'est passé? C'était assez... on a été vraiment en mode un peu dégradé, si je puis dire, parce que c'était une tendance qui arrivait un peu comme un tsunami sur la pistache. Et ensuite, après, on a eu des fournisseurs qui nous ont contactés. Je crois qu'au début, Lint, il était dans un grand magasin parisien et c'est là où ça a commencé à faire du buzz. Nous, on avait des magasins qui nous disaient il y a des grosses tendances sur la pistache, attention, qui commencent à arriver. Et ensuite, on a eu Lint, on a été en échange avec Lint, il nous a proposé certains produits. Voilà comment ça s'est fait. Et ensuite, après, de l'opportunité, et on l'a poussé comme ça au magasin. Et les résultats étaient dingues, donc très simplement, en fait. Un lancement très simple, c'est réactivité, agilité et derrière, prise de risque parce qu'il faut que tu crois au produit, parce que vendre une tablette de chocolat à ce prix-là, au début, on a cru qu'on était un peu fou. Et les prix ont fait que ça a très bien fonctionné. Enfin, les ventes ont fait que ça a prouvé que c'était bon. Comme quoi. Faut pas avoir d'araignée dans la tête. Exactement. Alors, lorsqu'une marque, elle vient de présenter une innovation, donc là, ce sera plus effectivement dans le cycle classique à partir de mars, qu'est-ce qui, très concrètement, fait la différence pour Carrefour Hyper? Est-ce que tu vas pousser, par exemple, de la data pour rassurer sur le potentiel? Tu vas regarder la rentabilité pour la catégorie, la capacité d'activation magasin, la cohérence avec la stratégie de l'enseigne? Évidemment, tu vas me dire les trois, mon capitaine, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans le détail? Yes, alors effectivement... C'est quoi ta grille de lecture? Ouais, effectivement, les trois que tu as cités sont dedans, parce que la data, c'est essentiel pour voir si le segment ou l'UB, elle est tendance ou ça fonctionne chez d'autres. Tu as la notion de rentabilité, évidemment. Tu ne vas pas rentrer une INO pour dégrader ta marge.
Et ensuite, tu as un troisième sujet qui est important, qui est les dispositifs merch derrière qui vont être lancés, de la promo, etc. Moi, ma grille de lecture, elle est assez simple. Hein. C'est 1, est-ce que c'est une UB qui fonctionne? 2, est-ce que j'ai des KPI qui sont supérieurs à la sous-famille? C'est quoi les KPI? Les que tu vas VMH, avoir, par exemple? VMH, ton taux de marge, etc. Okay. Oui, c'était pour être précis. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Les classiques, en fait, qu'on connaît. Okay. Ensuite, c'est est-ce qu'il y a de la promo au niveau du lancement pour développer la pénétration dans les foyers? Ça, c'est une condition sine qua non? Non, mais c'est une bonne pratique à avoir. 4, c'est l'extra-visibilité. Moi, je crois beaucoup à cette extra-visibilité. Tu mets quoi dans l'extra-visibilité? Tout ce qui est solution un peu de display semi-permanent, etc. Type DOH, Top Rayon, Kakemono, c'est ça? Non, vraiment, c'est, tu sais, tu as certains industriels, ils ont des petits meubles très qualitatifs. Ah oui, ok. Tu as un peu du box c'est ça que tu mets en extra-visibilité. Okay, ouais, exactement. Très clair. Et nous, on a beaucoup d'opportunités à promouvoir auprès de certains industriels pour avoir ces displays-là. La théâtralisation, en fait, du point de vente, quoi. Tu as ta solution merch pour, tu vois, est-ce que tu mets de la bande de rive? Est-ce que tu as des plateaux pour sécuriser ta PDL? Est-ce que les magasins sont à même d'accepter justement ce type de dispositif? C'est au bon vouloir du magasin. C'est au bon vouloir du point de vente. Mais au moins, on est sûr que quand ça arrive, tu vois, ça sécurise aussi la PDL. Et enfin, et le dernier sujet qui est pour moi hyper important, c'est l'usage des réseaux sociaux. Enfin, c'est le média. Il y a beaucoup d'industriels encore aujourd'hui, quand on rencontre, ok, très bien, vous l'activez comment sur les réseaux sociaux? Et c'est quand même des trucs très classiques, Instagram, Facebook, ou de la TV connectée. Très bien, MyTF1, c'est pas bien, c'est une première étape. Mais demain, sur certaines innos, si on veut aller chercher des jeunes, comme on disait au début, il faut que tu sois sur YouTube, il faut que tu sois sur TikTok, il faut que tu sois sur Twitch, il faut que tu aies un relais influenceur. Et aujourd'hui, nous, on le voit, sur les 10 gros lancements qu'on a eu cette année, on a quand même 3 gros lancements qui sont des produits avec des gros influenceurs. Feastables, on en a parlé avec MrBeast, Squeezie, Thibaut InShape. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer sur un lancement sans avoir cette notion très réseaux sociaux avec de l'influenceur ou une influenceuse. C'est primordial. Et tu vois, je me dis, même une petite structure comme Nuage a réussi à avoir, je crois, ces 2 influenceurs qui ont plus de 300 000 abonnés. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui, c'est possible. C'est impossible. Donc, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, l'important, c'est aussi d'avoir cette notion réseaux sociaux qui est hyper importante. Oui, tout à fait. Écoute, en conclusion, pour tous les industriels qui nous écoutent, et pas que, parce que évidemment, il y aura des distributeurs et beaucoup de personnes de Carrefour, j'en ai aucun doute. Est-ce que tu aurais un exemple très concret, un conseil, autant pour moi, à donner à une marque très concret qui veut développer une innovation qui soit performante et évidemment bénéficiable autant pour le distributeur que pour la marque? Bah écoute, le conseil que je peux donner déjà à un industriel qui veut lancer une innovation, c'est de venir chez Carrefour, nous la présenter. Le message est passé. En primeur, parce qu'on est quand même, je pense, l'enseigne qui est affiliée à l'innovation. Tu en as parlé aussi au début. Je pense qu'on a de nombreux dispositifs maintenant qui sont proposés. Paquino, mon avis, leur en gratuit. Et ça se traduit par du stop rayon, de la TG en magasin. On a aussi le Grand Prix de l'innovation qui est maintenant quand même plutôt très bien suivi. Et c'était la 2e édition cette année qui a été une belle réussite. Et je refélicite encore 900 Care qui a gagné. Et donc ça, c'est le premier point avec cette notion d'exclusivité avant-première. Ça, c'est hyper important et je prêche pour ma paroisse. Maintenant, si je rentre plus dans le détail, le conseil, on en a parlé juste avant, c'est cocher cette grille de lecture qui est hyper importante. C'est d'avoir des KPI qui sont... bien orienté avec que ça soit supérieur à la sous-famille pour aller apporter une vraie valeur ajoutée et d'avoir un dispositif commercial qui soit hyper puissant avec ce que je te disais, de la promo, du dispositif merch, de l'extra-visibilité, faire preuve d'agilité et surtout, encore une fois, c'est cette notion d'influenceurs et de réseaux sociaux. Enfin, je me répète encore, mais aujourd'hui, en 2025 et encore plus en 2026 parce que c'est ce qui va arriver dans les années futures, une marque ne peut pas se permettre de ne pas avoir cette dimension influenceur, influenceuse et réseaux sociaux parce que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération, elle ne veut pas consommer uniquement un produit.
elle veut consommer une expérience. Et quand tu consommes le produit d'un influenceur que tu es fan, tu t'es jamais senti aussi proche de lui parce que tu rentres dans son univers. Tu vois, c'est tout bête à dire, mais quand tu étais petit, moi quand j'étais petit, j'avais un maillot de foot d'un club et tu te sens proche de ton footballeur préféré ou de ton chanteur préféré, peu importe. On n'a pas encore vu un footballeur lancer... Alors, je sais que tu as Messi aux États-Unis qui a lancé une bouteille. Ouais. Okay. Mais tu vois, là aujourd'hui, on se parle de Beast, on se parle de Squeezie, parce que c'était cette année 2025. Mais quand tu regardes, je crois que c'était en 2023, tu as Prime qui a été lancé avec Logan Paul et qui a été un succès dingue. Donc, en fait, à chaque fois. Et la pizza della Mama de Mr. V, tu vois. Et qui est encore dans les rayons. Et donc, qui fait sa place. Et qui est sur du long terme. Enfin, là, exactement. Moyen long terme, ouais. Tu vois, Prime, c'est encore dans les rayons. On l'a vu, Feastable, il arrive avec encore de nouvelles références. Donc, non, moi, je pense qu'on n'est pas du tout dans un effet de mode. Je pense qu'on est dans une génération où l'influence fait partie du quotidien des gens. Et donc, c'est essentiel d'avoir... je dis pas que tu dois avoir un influenceur qui porte ta marque, mais au moins que ça soit relayé sur du YouTube et tout. Et dans une moindre mesure, je pense que tu vois, Truffru a eu Justine Accessible sur Instagram. Et tu vois, c'est pas un MrBeast, c'est pas un Squeezie, mais ça reste quand même de l'influence qui est quand même plutôt suivie sur Instagram. Et ça, quand tu regardes, ils ont gagné le Grand Prix Dino sur leur catégorie. La pénétration, elle est plutôt très bonne. Les résultats sont très bons. Donc non, je pense qu'on a de bons exemples maintenant sur lesquels s'appuyer. Et il faut poursuivre en ce sens. Et tu vois, tu te dis que les pizzas della Mama, c'est encore en rayon. Sur un marché qui est hyper concurrencé, c'est que ça a du poids et ça a une vraie force. Et je pense, en t'entendant parler, que c'est aussi complètement corrélé avec cette crise de confiance et cette fondamentalement défiance des consommateurs envers tout l'écosystème alimentaire, et de se dire si effectivement c'est un influenceur qui me parle, que je connais, avec qui j'ai noué un lien, grande façon de parler, hein. Ceux qui écoutent un podcast ne me verront pas faire les guillemets avec les mains, mais du coup ça te crée c'est un peu ce que tu disais, une nouvelle relation avec le produit. Exactement. Et tu n'es pas derrière un groupe ou une marque, etc. Exactement, c'est vraiment cette notion d'expérience en fait qui est hyper importante. Et tu vois, aux États-Unis, t'as Kendall Jenner qui a lancé aussi ses produits qui fonctionnent. C'est assez dingue. Je me demande si c'est pas du popcorn ou de la barbe à papa. Ah, ok. Mais ouais, et tu vois, donc en fait, tu te dis partout dans le monde, c'est en train de se passer. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose de dingue. Et en tout cas, nous, en tant que jeunes personnes dans l'agroalimentaire, je pense qu'on a beaucoup de choses qui vont arriver et c'est passionnant. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Corentin. Je t'en prie. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à t'adresser suite à cet épisode? Écoute, directement sur LinkedIn, Corentin Charrier. Je suis assez connecté, donc avec grand plaisir pour échanger et pourquoi pas, je l'espère, parler de futurs lancements d'innovation pour derrière faire le lien avec les équipes catégories. Et puis, si des influenceurs connus nous écoutent, ils peuvent aussi nous contacter pour qu'on puisse développer des choses très sympas dans nos magasins avec eux. Et je serais ravie de recevoir un influenceur sur ce podcast pour parler justement lancement. Merci beaucoup, Corentin. À bientôt. Merci beaucoup, Salomé. À bientôt.